Après, deuxième chose, en règle de vie, donc ce que je vous propose, c'est que, à part l'interlocuteur, tout le monde éteint sa caméra. Et si jamais vous avez une question, bah, donc soit vous la mettez dans le chat, soit vous allumez votre caméra et vous intervenez. Et moi, Adrien, pour que ce soit un peu plus vivant, de temps en temps, je vous arrêterai pour un peu poser des questions à l'auditoire, si ça vous va, ou à vous. D'accord, ok. Alors juste avant de commencer, juste savoir un petit peu, Colas, une présentation très simple et très rapide. Donc Colas, on fait partie du groupe Bouygues. Donc du coup, on est présent sur tout le territoire français. Donc je ne sais pas, notre auditorium, s'il est concentré à un endroit particulier en France, mais dans tous les cas, dans chaque département, il y a une agence et qui a, entre guillemets, les mêmes connaissances que ce qu'on va vous présenter là, et Mhm. qui seront de toute façon à votre appui pour différentes questions, mais que ce soit des questions techniques ou des questions de prévision, de programmation, de tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est notre ADN, en tout cas, d'accompagner nos clients et de surtout bah, les soutenir sur différents projets et différentes questions qu'ils peuvent avoir. Voilà. Mais alors, Adrien, juste du coup, avant que vous arriviez, du coup, en vous attendant, j'avais fait un petit sondage pour savoir qui c'est qui avait déjà travaillé avec votre entreprise. Et donc, on a 4 coopératives dans l'auditoire qui ont déjà travaillé avec vous. D'accord, ok, d'accord. Enfin, Ok. avec l'entreprise Cola, une des D'accord, agences. ça marche. Bon, allez Laurent, à toi de jouer. Allez, ça marche. Eh bien, donc aujourd'hui, moi, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu comment fonctionnait une voirie, comment elle allait vieillir, comment elle allait se déstructurer et comment elle allait ne plus remplir, je dirais, sa mission première qui est de pouvoir circuler dessus en toute sécurité. Euh, donc ça, je dirais que c'est un vieillissement classique de voirie. Néanmoins, on peut intervenir à différents moments de sa dégradation pour la réparer, l'entretenir. Et l'idée étant de ne pas arriver à une ruine complète de voirie, où là, les travaux sont forcément de toute façon lourds, puisqu'il y a toute la structure de voirie à reprendre. Donc, en parlant de structure de voirie, hop, ça marche. Ah bah voilà. Donc j'ai voulu reprendre la base de la base, hein, avec une voirie, comment c'est constitué intrinsèquement, donc des couches de roulement, potentiellement de liaison, des couches de base ou d'assises, de fondation, la couche de forme et le sol support. Donc avec différentes interfaces, une arrasse de terrassement et une plateforme support de chaussée. Donc ça, c'est vraiment ce qui constitue l'ensemble d'une voirie. Alors il n'y a pas forcément toutes les couches à chaque fois, mais néanmoins, dans l'esprit, certaines doivent y être. Le sol support, évidemment, on ne parle même pas. La couche de forme, elle est obligatoire aussi. Et bien souvent, quand on a du trafic lourd, des couches de base et des couches de roulement. Voilà. Donc le roulement, il a une notion d'étanchéité et de confort. Ça, on le sait tous, puisqu'on roule tous sur des voiries, ou en tout cas, on les a tous vus. Des assises avec elles qui vont permettre d'apporter de la résistance et de la durabilité, donc qui vont permettre de transmettre l'effort et de diffuser les charges sur la couche de forme et sur le sol support, avec des couches forcément de sol support et de couches de forme qui sont moins résistantes que des couches d'assises, et la forme qui peut permettre la résistance au gel et le drainage des chaussées. Parce qu'effectivement, alors, autant que notre allié pour la mise en place de couches de forme ou de compactage des sols supports, ça va être l'eau parce qu'il en faut pour que les grains euh, puissent coulisser les uns avec les autres. Autant quand il y a trop d'eau qui séjourne dans des couches de forme ou des sols supports, au bout d'un moment, ça les dégrade. Et donc, il y a une notion aussi d'étanchéité de la couche de roulement qui est, elle, essentielle et primordiale. Voilà. Le vieillissement d'une chaussée, ben, il y a plusieurs facteurs, hein. On va avoir évidemment le trafic avec la contrainte d'un essieu. Alors, l'essieu qu'on voit modélisé là sur la gauche, donc il y a une voiture et puis un poids lourd. Il faut savoir qu'un camion, le passage d'un camion sur une voirie, il endommage autant que le passage d'un million de véhicules légers. Donc, forcément, quand on va parler de trafic, on va essentiellement parler de trafic lourd et donc de poids lourd. Les UV, mine de rien, le bitume qui est le liant de l'ensemble de la structure qu'on va avoir en surface, va lui être impacté et dégradé en partie par les UV dans le temps. Alors ça va pas arriver en 6 mois, ça va pas arriver en 1 an, mais sur une période de 15-20 ans, qui est la durée de vie moyenne d'une couche de roulement, eh ben, ça va forcément l'impacter et la dégrader. Ça va oxyder le bitume et donc le durcir.
le climat avec la pluie, les cycles de gel-dégel qui vont venir eux aussi impacter la couche de surface. Donc, on se rend bien compte que le facteur d'usure, c'est pas juste de la circulation, c'est bien une somme d'éléments qui vont venir au fil du temps ne faire qu'endommager cette structure de voirie en partant de la couche de roulement. Donc, juste le premier point donc, à retenir pour vous, surtout, ce qui est hyper important et que nos clients ont tendance à oublier, c'est que voilà, ce qui est important pour nous en tant que pour dimensionner une chaussée, c'est de savoir le trafic. Mais le trafic, on parle bien de poids lourds. Hein, Oui, les véhicules aujourd'hui, les légers, des véhicules fourgons, des choses légers, comme ça, c'est c'est pas anecdotique. impactant. Voilà, donc surtout bien. Donc, quand vous voulez créer une chaussée ou redimensionner une chaussée, il faut que vous sachiez combien de poids lourds circulent sur votre chaussée et surtout jour, mais en gros sur une période hebdomadaire ou Sur une période hebdomadaire, quotidienne, même s'il y avait 200 poids lourds pendant 3 jours et puis après plus rien le reste de l'année, on considère que ces 600 poids lourds-là sur les 3 jours où vous allez les avoir, c'est sur une année. Donc voilà, après on adapte en fonction des conditions d'utilisation des plateformes, mais souvent on le ramène à une année. C'est un trafic annuel. La chose à savoir, c'est que là, j'ai parlé des poids lourds. Je ne vais pas rentrer dans le dimensionnement, sinon je pense qu'on va perdre tout le monde. Et puis même moi, sans support, ça va être compliqué. Mais il y a des charges lourdes, il y a des charges statiques. Tout ça, ça va aussi impacter, euh, le, le- je dirais, l'ensemble des couches et de roulement et d'assises. Et ça se dimensionne spécifiquement en fonction d'un Fenwick, qu'il a les roues pleines ou pas, la charge maxi autorisée, s'il y a des grues qui viennent régulièrement se poser à certains endroits. Tous ces éléments-là qui sont des charges lourdes, je dirais entre guillemets exceptionnelles, au-delà même d'un camion, c'est important qu'on le sache parce que ça peut permettre de mettre, je dirais, la structure adaptée aux conditions spécifiques d'une voirie donnée. Après, reste à savoir la durée de vie qu'on envisage d'avoir sur telle ou telle voirie, parce qu'à l'instant T, on n'a pas forcément envie de la dimensionner pour 30 ans. Néanmoins, voilà, sur 10 ans, on peut faire des choses, et dans 10 ans, on a encore une voirie qui est encore très fonctionnelle. Si, par exemple, pendant 10 ans, il y a des engins qui passent à un endroit, et puis qu'après, ils n'y passent plus. Voilà. Je dirais que tout peut être impactant. Donc, les conséquences de tout ça, malheureusement, c'est que ça la dégrade, et donc, on va avoir l'apparition de fissures, de faïençage, d'orniérage, et puis au bout d'un moment, forcément de nid de poule, puisqu'il va y avoir des départs de matériaux, le nid de poule étant le départ de matériaux qui sont plus liés en surface et qui, sous l'action du trafic, vont se désagréger, partir, et donc enlever la couche de roulement qui n'est plus étanche, laisser l'eau rentrer dans la structure, et là, ça va commencer à se dégrader très vite, très fort. Donc plusieurs niveaux, je dirais. Niveau 1, la chaussée neuve qu'on peut vous livrer ou faire voilà, à l'instant T. Une chaussée qui est fissurée, et niveau 3, une chaussée fortement fissurée avec des formations de nid de poule. Donc ça ne va que dans ce sens-là, malheureusement. Un niveau 4, une chaussée orniérée, fissurée et affaissée. Donc là, aucun entretien n'a été fait, hein. Là, le cycle de vie dont je vous parle, c'est on n'entretient rien. Et le niveau 5, c'est la chaussée qui est détruite avec absence de couche de roulement, l'eau qui rentre, les cycles de gel-dégel qui impactent l'ensemble des couches support de la voirie. Et là, effectivement, c'est... Hmm. Là, juste niveau 4, quand tu dis qu'il n'y a rien qui a été fait, on voit qu'il y a juste eu du remplissage de nid Oui, de poule, voilà, c'est des tacons à droite, à gauche. Mais au bout d'un moment, on voit que là, on est au bout du bout, quoi. au bout d'un moment, oui, on va mettre des pansements, mais quand il y a trop de plaies, voilà, à un moment, il y a d'autres actions qu'on peut faire et qu'on peut mener à moindre coût pour l'ensemble de la chaussée, mais boucher un trou, je dirais que c'est la première étape. Quand on commence à avoir des nids de poules qui Hmm. apparaissent, c'est qu'il faut vraiment se poser la question, bon, il y a autre chose. Voilà. Ok, je vais juste vous couper 5 secondes là pour avoir un petit sondage. Donc du coup, je vais demander à quelques participants. Qu'est-ce que vous, on a vu là, il y a 5 niveaux de désordre. Quel type de désordre vous avez pu constater sur vos chaussées et sur lesquelles vous avez pu intervenir? Ben, j'ai commencé par le local de l'étape, Cyril. Cyril Muriot. Quand est-ce que tu fais intervenir Cola? Alors nous, on fait intervenir que là, c'est quand on est comme tout le monde, quand on atteint les nids de poule souvent. Et Tu peux quand mettre on ta a caméra, maintenant, Cyril. on le fait souvent avant, quand on est en faïence rèche, quoi, en fait. Dès que la route se faïence au niveau 2 ou Deux, tu trois. vois, limite 3, Ouais, on entre 2 et essaye de 3. Ouais. refaire par bande de roulement. En Ok. fait, chaque année, on consacre un budget en termes de reprise de voirie et sur toute la coopérative, donc sur l'ensemble des 80 sites, et on essaye de refaire par bande de roulement, en fait. Ok. Et on atteint Jean-François. le fossé fissuré, quoi. Ok. Parce que- voilà. Jean-François Mouillane, là-dessus.
Est-ce que tu... Ouais, excuse-moi, je remettais mon micro. Bah écoute, pareil, on est entre le niveau 2 et le niveau 3 en fonction de l'usage des sites et de son activité. Mais effectivement, quand on est rendu au stade lead pool, il y a une action. Maintenant, voilà quoi. Ok, merci. Allez, je vous redonne la parole. Mais c'est plutôt bien, hein. Je veux dire, si vous êtes à un stade de niveau 2 et 3, Oui, il y a encore pas mal d'interventions, je dirais curatives, qui peuvent encore faire prolonger la vie de la voirie. En fait, à aucun moment on va lui rendre son état d'origine, puisqu'il y a des fissures qui se sont créées, donc forcément on a des transmissions d'efforts qui se font différemment. Et donc à partir de là, voilà, on va jamais lui rendre son état d'origine. Par contre, on va permettre à moindre coût qu'elle dure plus longtemps, au moins autant que si on avait dû faire un entretien curatif lourd à un moment donné. Donc là, on le voit bien. Alors, c'est un schéma qui ressort très souvent, peut-être certains l'ont déjà vu d'ailleurs, en fonction de l'état de la voirie. Donc, c'est bien ça, hein. Quand on arrive à un état correct à moyen, bah, il y a une action qui doit être engendrée, une autre au fil du temps, hein, puisque l'échelle, c'est des années. Et donc, l'échelle du haut, pardon. Et donc, ça permet de maintenir un état d'usage, je dirais, proche du neuf. Vous voyez, on n'est jamais au niveau du neuf, mais proche du neuf sur plus longtemps. Voilà, sans avoir à exécuter un entretien curatif. On estime que les différentes études qui ont pu être menées à travers le temps, le CEREMA et d'autres organismes, disent qu'il y a un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que si on entretient une voirie, ça va coûter 1. Si on la laisse se dégrader sur 20 ans et qu'on veut venir l'entretenir, ça va coûter d'un coup 10. Donc, c'est sûr que c'est des coûts induits qui ne sont pas évidents à faire passer parce que bien souvent, ce que j'entends quand je présente ces choses-là, c'est oui, mais elle est encore pas abîmée, la chaussée. Ah oui, mais justement, on intervient avant pour justement lui éviter de se dégrader et d'en arriver à des défauts d'étanchéité et des arrachements, où là, il faut déjà des travaux un peu plus lourds et où forcément l'eau a déjà pu revenir, je dirais, euh, dans les sous-couches et générer, avec le gel et avec les différents cycles de circulation qu'il y a pu y avoir, des dégâts plus importants. Donc oui, effectivement, c'est un entretien préventif, mais c'est pas forcément un entretien préventif au moment où on voit beaucoup de choses apparaître. Voilà, je tenais à le préciser. Ça marche? Voilà. Voilà. État correct, effort de 1, effort de 1. Donc voilà, chaque fois on fait un effort de 1 et on a un état correct maintenu, on a un état dégradé, on a un effort de 10. Voilà. Donc maintenance curative, je ne fais pas d'entretien pendant 20 ans, je me retrouve au niveau 4 ou voire 5. Je dois engager. Alors pourquoi 20 ans? Parce qu'en fait, quand on fait un dimensionnement de chaussée, on estime un temps d'utilisation avec un taux de risque de dégradation. Alors moins il y a de trafic, plus on accepte de risque. Voilà, donc c'est pour ça que souvent 20 ans revient, c'est le dimensionnement classique d'une voirie, je dirais, sur le réseau secondaire type route départementale. Donc je dois engager des renforcements lourds. Je dépense alors, si j'en ai les moyens, 15 à 40 euros par mètre carré, hein, pour reprendre l'ensemble de la structure. Mes réseaux routiers me coûtent 1,50 € à 2 euros par mètre carré par an. Donc je roule sur une route en bon état que les 10 ou 8 ou 10 premières années, hein, parce que c'est aussi le principe de quand on la laisse se dégrader sans entretien, c'est qu'au bout d'un moment, le confort de roulement, je dirais, et la sécurité est de moins en moins présente. Et le reste du temps, je roule sur une route de plus en plus dégradée, donc un effort budgétaire de 10. Voilà. Donc c'est vraiment de se dire, effectivement, sur une voirie neuve, on va rien faire pendant quelques années, mais déjà au bout de 6 7 ans, il va falloir commencer à regarder pour être sûr que voilà, elle commence pas à se redégrader, parce que des fois, on refait des couches de roulement sur des supports qui ont déjà été un peu fatigués, et donc des fissures peuvent apparaître un peu plus rapidement qu'une chaussée neuve, et dans ces cas-là, les ponter ou faire une couche d'émulsion gravillonnée, ou enfin voilà, il y a plusieurs solutions peuvent permettre de maintenir, en tout cas, dans un premier temps, cette étanchéité parfaitement en bon état et qui va éviter ou limiter, en tout cas, ou ralentir la ruine de la voirie. L'entretien préventif, je fais régulièrement donc des renouvellements de la couche de surface, donc enduit. ESU, c'est enduit. MBCF, c'est les matériaux bitumineux coulés à froid, donc les ECF. Ouais. Et les RSC qui sont des complexes des deux. Ok. Et quelques petites réparations ponctuelles. Donc là, on dépense 2 à 3 euros tous les 7 ans. Le réseau routier coûte 35 centimes par mètre carré par an. Donc on garde son réseau en état très satisfaisant à tout moment. Et donc l'effort budgétaire, il est bien de 1 puisqu'on est divisé par 10 par rapport à l'effort d'avant, rapporté en coût par mètre carré par an.
Donc, dans le cadre de dégradation, c'est aussi pas évident. J'entendais tout à l'heure, vous disiez que vous aviez 80 sites. Donc, expertiser 80 sites tous les ans et faire le tour, ça peut être très compliqué. Donc, je vous montrerai après. On a des procédés qu'on a développés aussi chez Colas pour vous, pour aider, en tout cas pour assister à ce diagnostic. Donc, on peut faire appel à des maîtres d'œuvre spécialisés, qu'ils soient publics ou privés, des laboratoires, comme des gens que j'encadre moi au quotidien, des entreprises, comme Colas. Donc, comment? Ben, visuellement, alors visuellement, ben, forcément sur 80 sites, c'est pas envisageable, hein. Donc, il y a des systèmes aujourd'hui à haut rendement qui permettent d'avoir un état des chaussées et donc de pouvoir, je dirais, assez rapidement avoir une vision de l'état d'avancement des dégradations en fonction des sites, des chaussées ou des lieux où on peut se trouver. Donc voilà un petit peu des exemples de diagnostics qu'on peut avoir avec une reconnaissance de réseau. Bon, là, c'est un réseau routier, mais ça pourrait très bien s'entendre sur un site, je vous le montrerai tout à l'heure, avec plusieurs niveaux de dégradation. Donc, les fissures. Alors, on va aller un peu vite parce que là, c'est toutes les solutions en fonction des problèmes. Donc, quand apparaissent des fissures, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont déjà eu à gérer des pontages de fissures. Donc ça, c'est un mastic bitumineux appliqué à chaud qui permet d'étancher quand il y a quelques fissures. Et le pointe-à-temps, donc le PATA, qui permet d'avoir certaines zones qui sont étanchées et pas d'autres parce que la voirie est des fois malheureusement pas forcément endommagée de la même façon partout. Donc ça permet de ne pas forcément traiter toute la voirie, mais une seule partie et pour permettre de réétancher les parties qui pouvaient poser problème. Sur la partie pontage, j'insiste un petit peu dessus parce que c'est une technique qui est très peu utilisée de la part de nos clients, alors que réellement, d'un point de vue financier, elle coûte pas cher Ouais. et clairement, elle peut soigner, on va dire, une chaussée et la faire durer beaucoup plus longtemps que si on ne fait rien. Et clairement, c'est vraiment une technique à prioriser et à pas oublier. Sur vos sites, si vous Ouais. voyez des fissures apparaître, il faut pas se dire: «Bon, bah, c'est bon, on a le temps». Attendre le faïençage, c'est déjà trop tard. C'est déjà un engin qui se C'est déplace plus gros. déjà voilà, c'est déjà un PATA. On est déjà sur le Ouais. PATA, sur la représentation. Par contre, sur du pontage, on a du pontage ici qui est très localisé et bah, ça fonctionne très bien et ça permet de conserver la chaussée, encore un certain temps. Donc d'autres Donc, techniques. niveau 2, voilà, chaussée fissurée. Donc, on a des systèmes de blow patcher là, qui viennent quand la fissure est un petit peu multiple, quoi, mais, Ouais. mais dans le même axe. Voilà, au bout d'un moment, on ne sait plus ponter parce qu'il faudrait trop ponter. On peut être amené à faire du blow patcher où là, on va envoyer de l'émulsion sous pression avec des granulats et ça va permettre de faire un mastic étanche très localisé aussi. Alors là, c'est forcément, on va pas refaire toute une route comme ça, évidemment, mais sur des endroits bien spécifiques pour bloquer les premières dégradations de fissures qui commenceraient un petit peu plus à s'ouvrir. C'est des solutions aussi qui sont adaptées. Toujours au niveau 2. Alors là, on va être sur de la perte un peu plus d'adhérence. Donc là, forcément, si elles deviennent très lisses. Alors sur des sites industriels ou sur des sites, c'est un peu moins grave parce que en général, on roule à 30 km/h. Donc il y a cette notion de perte d'adhérence est moins marquée. Mais néanmoins, sur des voiries où on pourrait être amené à- à vouloir quand même conserver du grip, voilà, on peut faire des enduits sur un enrobé en place. Les dosages, voilà, en colle. Alors il y a plusieurs types d'enduits. Ça, c'est en fonction après du type de support. Et les enrobés coulés à froid ou les matériaux bitumineux coulés à froid, ECF ou MBCF, où là, on a des systèmes qui peuvent recouvrir la voirie avec 1 centimètre d'un produit qui s'enrobe dans le camion, qui est vraiment un camion usine et qui sort un produit prêt à l'emploi, qui est répandu derrière et qui va redonner du grip. Et là, pour le coup, qui va vraiment étancher l'ensemble de la surface de la voirie. Donc là, on est vraiment sur des choses où on est sur des surfaces, des grandes surfaces, quoi, hein. Voilà. Les nids de poules, comme on en parlait tout à l'heure, donc qui commencent à apparaître. Donc là, quand il y en a un ou deux, il y a possibilité d'avoir, je dirais, des produits en sac ou des enrobés à froid stockables qui permettent de reboucher le trou. À l'échelle, je dirais, de quelques trous, c'est encore envisageable. Et des mortiers bitumineux coulés à froid, mais ça, c'est un peu moins courant. Jacques Colas propose des enrobés à froid stockables qui réagissent avec de l'eau et qu'on compacte et qui sont vraiment utilisés même sur autoroute. Donc ça résiste à tout type de trafic lourd
Et ça, c'est facile à mettre en place, même par vous, je dirais, par des équipes à vous, sans forcément avoir énormément de connaissances. Nos commerciaux, à l'échelle de TNE en tout cas, sont formés à ça et peuvent venir et faire des démonstrations d'utilisation. C'est franchement assez simple. Et ça permet d'éviter voilà, que le nid de poule s'agrandisse. Donc là, on est sur des niveaux 4 qui sont déjà bien avancés. Où là, bah là on va faire un même système un petit peu que les ECF. Mais par contre, là, on va devoir rajouter des fibres pour éviter que les fissures remontent. Donc là, c'est vraiment, il faut vraiment du linéaire pour le coup, parce que vous voyez, la machine est imposante aussi. Et donc, à partir de là, on est sur un complexe, ce qu'on appelle col fibre ou col bifibre, voilà, qui va permettre vraiment d'avoir euh, un système anti-remontée de fissures en place et qui va réétancher l'avarie en un seul passage. Le niveau 4, bon là, on est plus sur les affaissements et les ornières, où là, on va pouvoir reprofiler. Alors, soit en grave émulsion, soit en grave enrobé, soit en plein de choses, et un enduit au-dessus. On peut aussi mettre un béton bitumineux, alors semi-tiède, souple. On a des choses, des produits aujourd'hui qui sont développés chez Colas qui peuvent répondre, je dirais, pratiquement à tout type de dégradation et en fonction des surfaces. Donc, on vous a mis quelques exemples là, volontairement, pour vous, voilà, vous montrer il n'y a pas qu'une solution en plus à un problème, il peut y en avoir plusieurs. Et là, si je voulais mettre, je dirais, tous les produits de Colas qui peuvent répondre à ces problématiques-là, il y en aurait beaucoup, et puis ça va dépendre du site, ça va dépendre de son utilisation L'utilisation. future. Il y a plein de choses, quoi. Vraiment, voilà. Niveau 5, donc là, la ruine de la chaussée. Alors, la photo de droite, elle est prise en Côte d'Or, évidemment. Non, je plaisante. Non, non, on n'arrive jamais à ce niveau de ruine-là de chaussée. Par contre, voilà, bah là, quand on en arrive là, c'est ce qu'on disait, on va devoir démolir et reconstruire. Alors, aujourd'hui, on peut démolir en place et reconstruire en place. On a plein de techniques, je dirais, adaptées. Je crois que c'est la diapo d'après, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, recyclage en place par traitement au ciment ou à l'émulsion, où là, on va déstructurer la voirie en place, ajouter un liant, alors qu'il soit bitumineux ou hydraulique. Et en fonction de ça, après, mais c'est toujours pareil, ça va dépendre de son utilisation, de la place qu'on a. Il y a des ateliers petits. On a vraiment tout type de config auquel on peut répondre. Il faut juste voilà, qu'on expertise, je dirais, sur site voilà, l'état de la chaussée, son utilisation future. On dimensionne tout ça et on est capable aujourd'hui d'apporter une solution qui sera forcément adaptée aux situations que vous aurez, vous, dans vos sites, qui ne seront pas la même solution d'un site à un autre. Voilà, qui peuvent ne pas l'être. Donc ça, c'est des solutions qu'on fait beaucoup. Même dernièrement, on vient de faire un échangeur. Donc, on vient de faire des bretelles d'un échangeur. Donc, on peut faire même des petites surfaces. Ce n'est pas forcément des énormes surfaces. Voilà. Après, voilà, ces techniques-là, c'est des techniques, on va dire, qui sont vertueuses par rapport à l'écologie, Ouais. puisque aujourd'hui, donc on terrasse pas, n'envoie pas nos matériaux terrassés en décharge, on ne reprend pas de la matière de carrière, donc on réutilise la matière en place en la dopant avec avec du ciment, entre guillemets. Mm. Et ça, c'est des techniques qu'on essaye de vraiment, quand on peut le faire, bah, de le faire parce que voilà, c'est économiquement plus avantageux. Et en plus de ça, c'est vertueux par rapport à l'environnement parce que je pense que on est tous impactés par ce sujet-là et nous, Colas, en particulier. Mm. Alors, juste avant que vous passiez à cette partie-là, je vais, pareil, interroger quelques personnes. Mathieu, alors du coup, la question, c'est, du coup, là, vous avez présenté pas mal de techniques de réparation. Oui. Savoir un peu quelles techniques ont pu mettre en place des coopératives. Mathieu Bayeul, par exemple, est-ce que tu veux nous partager ton expérience? Qu'est-ce que parmi tout ce qu'on a pu voir là, toi, quand tu fais faire des travaux de voirie, quelles sont les techniques principalement utilisées? Nous, principalement, c'est Mathieu, quand on arrive au nid de poule. Hein, donc tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît, Mathieu? Ouais, pas de souci. Et ouais. Donc, en fait, on vient détruire la zone qui est concernée. On fait une reprise de couche de forme et la couche de roulement par-dessus, quoi. Donc, Principalement, c'est cette technique-là. Ouais. principalement du coup, des traitements de nid de poule, c'est ça? Ouais, en fait, on a tellement de voiries que c'est difficile d'arriver à traiter quand on est au niveau 2 ou au niveau 3, quoi. Donc, on part souvent au plus urgent, Ok. malheureusement. Merci, Mathieu. Nicolas Barjot, tu aurais un. Oui, désolé pour la caméra, mais sinon,
Ici, on a déjà fait du pata ou du pontage de fissures Mhm. en ligne droite, Mhm. parce qu'en virage, c'est pas hyper concluant. Les pneus des poids lourds arrivent à arracher quand même le pontage. Et puis sinon, on a tendance à attendre le niveau 5, hein, c'est-à-dire l'apparition des nids de poules. Et là, on refait en privilégiant à chaque fois pas des petits patchs, mais des surfaces assez importantes pour que ça tienne. Mhm. Ok. Merci, Nicolas. Allez, je vous redonne la parole. Oui, donc là, c'était pour reprendre un petit peu voilà, les notions de prix au mètre carré et de valeur à budgéter par mètre carré par an pour un maintien globalement à neuf. Donc voilà, on va pas On va mettre tout détailler, mais voilà, un petit peu reconstitution de surface, reconstitution structurelle. Voilà, c'est tout ce qu'on vient de passer, c'est un petit résumé de ce qu'on vient de faire avec une notion de budget. Donc, alors, ça va vous faire bondir, mais entretenir les routes régulièrement, c'est faire des économies par rapport à ne pas les entretenir régulièrement. On est bien d'accord, hein, dans tous les cas, c'est une dépense, on en a bien conscience. Mais une route entretenue, c'est aussi une qualité de confort, de service et de sécurité. Alors, euh, globalement, aujourd'hui, sur des sites industriels, même si on roule pas vite, je dirais que c'est quand même important pardon. C'est quand même important d'avoir, je dirais, ce confort de roulement, surtout quand il y a des chargements et autres. Ça peut éviter d'être chahuté dans les cabines. Et puis donc, moi je le dis toujours, hein, quand on est chahuté, on est peut-être moins attentif à la route et plus enfin, très attentif à là où on va passer sur la route et plus forcément à ce qui nous entoure. Et s'il y a des piétons qui sont potentiellement autour, on va être amené à moins les voir. Donc, je dirais qu'un d'un point de vue sécurité, moi, c'est plus là-dessus que j'argumenterais. Et donc, il existe des solutions, on l'a vu, hein, de maintien en état acceptable du réseau sans se laisser aller jusqu'à la ruine. Voilà. Et la gestion des eaux, alors je ne sais pas si vous, sur vos voiries, il y a des drainages, la gestion de l'eau, mais la gestion de l'eau, elle est essentielle aussi. C'est-à-dire que souvent, des fois, on évacue l'eau dans des endroits, les réseaux ne sont pas forcément entretenus, ils fuient. Et alors, là, les réseaux, pour le coup, vu qu'ils sont posés à -60, ben là, pour le coup, ils fuient dans les sols supports. Et forcément, en période de grosse pluie, ils amènent. En fait, de réhumidifier un sol support, on va perdre de l'importance et donc forcément, on va pas aider à ce que la voirie se porte bien dans le temps. Et donc, ça, c'est vraiment, le problème de l'eau qui peut rentrer par plein de manières différentes, on va dire, y compris des réseaux. Alors, je sais que c'est un point de plus à regarder, mais il y a aussi ça. Voilà. Et la gestion des eaux de ruissellement, évidemment, si c'est bien maîtrisé déjà et que ça va au bon endroit. On a déjà pas mal bossé. Simplement, juste en complément, ce matin, petite anecdote, j'écoutais à la radio, il y a eu un accident de bus scolaire qui aurait pu être tragique. Euh, a priori, pas d'alcool, pas de drogue, d'après le chauffeur, peut-être un problème de vitesse, mais il a été remis en question tout de suite, en tout cas, l'état du réseau routier. Euh, c'est des sujets qu'on n'évoquait pas forcément il y a quelques temps, parce qu'on mettait quand même plus d'argent dans l'entretien des chaussées. Alors, ça ne vous concerne peut-être pas forcément, mais encore que, aujourd'hui, c'est vrai que la voirie, on a tendance vraiment à la délaisser, c'est pas la priorité. Mais quand ça va devenir un problème de sécurité et qu'il y aura des morts et qu'il faudra trouver des responsables, là, on va se reposer la question. Et malheureusement, ça va coûter très cher parce que si on laisse, comme l'a dit Laurent, détériorer la chaussée, bah, les coûts vont être vraiment conséquents. Donc il y a quand même un côté aussi sécurité. La route, c'est quand même, bah, il y a beaucoup de voitures qui roulent, il y a beaucoup de, et même vous dans vos sites, bah voilà, c'est aussi, Il y a de la il y a de coactivité, la ouais. coactivité. Mm. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut quand même être vigilant à cet ouvrage. Voilà. Oh, pardon. Donc là, c'est un cas concret. C'est chez Ouais, Cyril. je te laisse prendre la main. Bah, c'est Raphaël, hein, donc, notre chef de secteur donc, c'est les derniers bah, après, Cyril, si tu veux aussi commenter le sujet, Raphaël, c'est mon chef de secteur qui bosse beaucoup avec Cyril. Donc, bah, c'est typiquement bah, chez Dijon Céréales où on nous a appelé pour reprendre et bah, réparer donc, cette plateforme de silo. Donc là, on voit qu'on est sur un niveau 4. Voilà, Où c'est quand même Mm. fortement dégradé. Donc là, la solution qui a été privilégiée, donc là, c'était une opti-roule. Donc on a quand même conservé la chaussée. Euh, Cyril, tu me coupes hein, si je dis des bêtises, mais Vas-y, vas-y. voilà.
mais normalement, je crois que c'était ça. Donc, en gros, on a dû raboter sur quasiment 8 à 9 cm et remettre un enrobé à forte épaisseur. Donc, on appelle OptiRule, c'est le nom commercial qu'on utilise. Donc, c'est un enrobé qu'on met sur une épaisseur assez conséquente, entre 7 et, on va dire, 12. 11 à 12 cm. 11 à 12 cm, ça commence à faire beaucoup. Oui, on Parce est aux limites. qu'on est aux limites. Après, derrière, pour le compacter, on va avoir des problèmes de roulement et d'ondulation. Donc, en gros, on le préconise, nous, voilà, je dirais, entre 7 et 10 cm, c'est bien. Et donc, du coup, et c'est un enrobé qui permet, voilà, il y avait un trafic quand même assez conséquent sur cette zone-là. Donc, il fallait quand même qu'on redimensionne. On ne pouvait pas faire de simple nid de poule ou un enduit, un enrobé sur 6. C'était pas confortable pour l'utilisation de l'ouvrage. En fait, juste pour le petit rôle, pourquoi on l'appelle le petit rôle, c'est que c'est une couche qui était structurante et qu'on a développé à faire les deux. C'est-à-dire en une seule couche, on va proposer une couche dimensionnante, donc structurante, et qui va aussi faire office de couche de Couche de roulement. roulement. Voilà. Donc là, c'était donc un enrobé sur des silos. Donc là, une contrainte de braquage à prendre en considération. Typiquement, sur ces zones-là, pas d'enduit. Pas de pata, pas d'enduit, pas de pontage. C'est des zones qui sont soumises à du braquage de roues sur place, de forte giration. Un enduit, au bout de 3-4 mois, vous allez nous appeler pour dire mais ça ne tient pas. Donc là, clairement, sur des zones de stockage et de forte giration, à bannir, et là, il faut refaire la couche de roulement et faire un enrobé. Nicolas, tu as une question là-dessus, du coup, sur ces angles de braquage, c'est ça? Oui, enfin, oui. Sur des enrobés neufs, nous, on a tendance, dans les zones de braquage où il y a des fortes charges, à utiliser un produit. Alors, le nom commercial, c'est le Fazil. Je pense que vous connaissez. Ça a l'air d'être quand même assez efficace pour la durée de vie de la couche d'enrobé. En rechargement, vous dites? On le met en neuf. OK. On le met tout de suite, une fois que le chantier est fini, dans les virages, choses comme ça, on met ce produit. Ça a tendance à boucher toutes les je sais pas comment on peut Les dire, aspérités de surface, toutes les aspérités, à remplir tous les trous, et ça évite que par frottement, les pneus viennent arracher des gravillons et choses comme ça. Est-ce que ce Fazil, ça, c'est pas le nom commercial d'un de nos produits? C'est une autre entreprise qui le fait pour vous? Oui, c'est le nom commercial du produit, Fazil. Mais alors, qui fabrique ça? L'entreprise qui vous l'a fait, vous savez pas dire le nom de la société? Ah si, c'est Starter TP. C'est une boîte locale, hein. Mais c'est pas un produit qu'elle fabrique elle-même, hein. C'est un produit bien acheté. sûr. Ok. Et c'est eux qui te le préconisent en même temps qui t'ont fait. Oui, on a découvert ça il y a plusieurs années. C'est un produit qui était utilisé sur les tarmacs d'aéroport, justement pour cette problématique-là. Donc c'est un produit liquide, hein, qui se met à la raquette, hein, qui vient combler. Mais nous, le produit qu'on a commercial s'appelle l'Emulac. Mais alors, j'ai envie de dire, par rapport au braquage et à la giration, pour moi et pour Laurent, parce qu'on le fait, on le fait pas, on le met pas, cet Emulac-là. Sur la giration, nos enrobés, pour moi, sont susceptibles de reprendre ce braquage. Alors, clairement, si vous venez de faire des enrobés, il fait chaud, vous rouvrez à la circulation, vous venez braquer avec des poids lourds à des températures pleine charge, vous allez tout arracher. Il est clair que quand il y a beaucoup de chargement, un peu au départ. quand il fait chaud, il faut quand même laisser un temps de refroidissement de l'enrobé et surtout ne pas venir circuler. Par contre, nous, clairement, on ne préconise pas ce type de produit-là pour la giration. Par contre, on le préconisera si vous êtes dans une zone où il y a du déversement d'hydrocarbures, typiquement des stations d'essence. Où là, par contre, là, on met ce produit-là, l'Emulac, ou ce produit que vous avez mis là, qui vient fermer complètement bouche-port et qui, en cas de déversement, ne viendra pas attaquer directement le granulat et viendra couler et résistera à ce type de problématique. Aujourd'hui, sur des problématiques comme celle-là, on a développé il y a un moment déjà, alors on l'a ramené au goût du jour, mais on appelle ça multicol aujourd'hui. J'en ai pas parlé parce que j'avais pas. On pourra en parler ou je pourrais vous envoyer la fiche produit. On a développé ça pour l'armée, pour les chars, quand ils faisaient des demi-tours ou des zones où les chars passaient ou manœuvraient.
Et Ah, donc, là, on a aujourd'hui des enrobés qu'on peut faire en petite quantité, parce qu'on a développé un additif à rajouter à une formule de BBSG, tout ce qu'il y a de plus classique, qui va permettre d'avoir une très forte résistance aux cisaillements de surface. Mais sur les enrobés, voilà, donc comme je dis, pour moi, Ok. sur la giration, ça doit être susceptible de les reprendre, les enrobés qu'on préconise. Par contre, un point important, c'est sur les quais de déchargement avec les aires de béquillage. Mhm. Par contre, ça, l'enrobé résiste très, Très mal. très mal au Mhm. poinçonnement. C'est-à-dire qu'en Il- gros, si vous mettez une béquille sur un enrobé, surtout localisé toujours au même endroit, Mhm. à un moment donné, vous Elle allez marque. créer une déformation et créer Mhm. un marquage. Et là, pour le coup, bah, il faut faire des enrobés percolés, comme on appelle ça, Ouais. ou une dalle béton, hein, clairement. Mais qui, clairement, eux, permettront de reprendre ce poinçonnement. Donc ça, soyez vigilants sur les zones de béquillage. Oui, Là, ne mettez pas un enrobé classique. il tiendra Il pas. tiendra pas. Voilà. Il n'est pas fait pour ça. Très bien. Merci. Et là Merci. encore un autre exemple sur lequel on a travaillé avec Cyril, mais là, Ouais. c'est un autre complètement, c'est pour dire voilà tout ce qu'on est capable de faire. Là, c'est des silos de stockage pour la méthanisation de série. Donc, c'est une des plus grosses méthanisations, la plus grosse de France, voire même d'Europe. Et par contre, là, bah, un complexe enrobé très particulier. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez vous en douter, la méthanisation, c'est donc des céréales qui sont stockées et qui ont des jus très acides en contact de l'eau et donc qui attaquent l'enrobé. Et donc, du coup, là, on a des enrobés avec des formulations très particulières qui permettent de résister à cette acidité Ouais, dans les enrobés. on a tout un document technique lié justement à ces plateformes de Mm. méthanisation là, de guide interne, on va dire, qu'on s'impose de respecter. Parce que là, on commence à parler d'étanchéité, on commence à parler d'interaction avec des ouvrages en génie civil, puisqu'on a des murs en L posés, voilà. On a des structures de sol qui vont pas forcément reprendre beaucoup sur les lieux de stockage, mais les enrobés, eux, comme le disait Adrien, vont avoir des jus acides et autres euh, montées en température aussi, hein, parce que quand ça mature, ça monte en température. Donc, il faut que ça résiste à tout ça. Et c'est vrai que c'est le travail d'une grosse recherche pour remplacer, je dirais, le béton et permettre, voilà, d'amener, je dirais, les plus de l'enrobé sur une étanchéité à long terme, voilà, sur des enrobés denses et à forte teneur en bitume, mais avec des liants modifiés qui vont permettre de résister justement à toutes ces agressions-là. À ces lucenés, ouais. 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 Donc, Donc voilà pour la présentation. Donc là, c'est quelques. je voulais vous Produits. parler, moi, de deux, trois produits. Alors, déjà de quelque chose qu'on a développé chez Colas qui s'appelle Infracare, qui est un système couplé à une intelligence artificielle où on va prendre une vidéo d'une voirie, d'accord? Là, on voit la- la dégradation des chaussées en France. Bon, ça, c'était plus pour Mm. marquer un peu les esprits. Et en fait, ce que j'entends dans les interventions que vous avez pu faire, c'est OK, moi j'interviens quand il y a des nids de poules. Bon, là, effectivement, oui, parce que le confort de voirie n'y est plus, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'étanchéité, parce que voilà, il faut faire quelque chose. Au final, cet outil qu'on a développé en lien avec deux startups, je crois, euh, va permettre d'avoir un état, alors rapidement pour le coup, puisqu'on passe en voiture avec une caméra adaptée, on fait un relevé et on passe ça au travers une intelligence artificielle qui va permettre d'avoir une approche performantielle. Ouais. Il y a une vidéo, je Il crois. y a une vidéo, alors on a fait ça sur un site industriel. C'est pas- Alors, est un service, oui, bon, on peut passer. Ce qui est intéressant, voilà. Donc là, si tu peux appuyer Donc, sur Play. ouais. Et du Donc coup, là, là, c'est c'est pour vous. c'est un Mm. entrepôt Bigard, donc un peu comme vous, il y a plein de sites Bigard, et ils avaient une problématique de on voudrait bien faire des travaux et de l'entretien, mais on ne sait même plus par où commencer tellement il y a de choses. Et donc on leur a proposé de passer avec un fracaire, de leur faire un relevé global, couplé à quelques essais aux endroits les plus dégradés, et de leur faire, en fonction de tous les endroits qu'on aurait identifiés, des propositions de reprise avec des produits adaptés à leurs problématiques. Voilà, je laisse la vidéo.
Donc là, ce que vous avez pu voir, c'est vraiment le site d'une des industries, voilà, où Bigard officie. Et, euh, et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a déjà tout l'état de dégradation de la voirie, l'endroit où il y a des fissures, l'endroit où il y a des nids de poules, l'endroit où il y a, voilà, tout ça. Euh, on leur a fait des propositions de reprise. Donc, on a sectorisé, on a identifié 4 secteurs aussi en lien. Ah, bah alors là, il faut être en lien avec les, je dirais, les gens du site qui vont nous dire, là, les camions passent là, ils arrivent en charge ici, ils repartent à vide. Je dirais qu'on va faire vraiment une photo, un focus très personnalisé d'un site donné. Voilà. Et donc, à partir de là, eh ben, on est capable de dire, euh, euh, là, il n'y a plus de poids lourds qui partent en charge. Ils ont tous vidé là, forcément. Donc, cette partie de voirie-là, si jamais il y avait, je sais pas, moi, linéaire d'1 kilomètre, bon, bah, c'est des poids lourds qui ne sont pas en charge. Donc, on va pouvoir le dimensionner avec des poids lourds qui ne sont pas en charge. Donc, j'ai moins besoin de résistance à toute ma voirie que tous ceux qui arrivent en charge par un autre chemin et qui vont décharger à un endroit donné. Donc tout ça, on fait vraiment, et quand je dis à la carte, c'est vraiment à la carte et ça va vraiment être à chaque site individualisé. Et ça permet d'avoir, vous, euh, accès, parce que l'idée, c'est de vous donner accès à cette plateforme pour aller voir aussi les photos, les trucs, en disant, ah bah tiens, oui, là, c'est quand même abîmé, c'est machin. Et en lien avec les quelques essais qu'on peut faire, nous, pour affiner, je dirais, nos prédictions, eh ben, ça peut vous permettre d'avoir un entretien sur 3, 4, 5 ans et de dire, voilà, bah, sur 3, 4, 5 ans, sur l'ensemble de mes sites, voilà les priorités les plus urgentes. Donc, il faut qu'on gère. Et des fois, c'est peut-être des niveaux 2 avant qu'il passe en niveau 3 ou 4, parce que le niveau 4, bah, de toute façon, il est déjà niveau 4. Donc, on peut Mm. le laisser peut-être en l'état encore pendant 2 ans. De toute façon, il ne va pas se dégrader beaucoup plus. Il est déjà très dégradé. Et entretenir déjà ce qu'il faut entretenir pour que ça coûte pas cher. Et après, venir dire, OK, bah, dans 3 ans, on vient reprendre cette zone-là. Après, voilà, ce sera à vous de voir dans quel sens vous voulez prendre l'entretien. Mais je dirais que ça peut être un vrai outil de pilotage. Voilà. Qui s'est développé chez nous et qui commence à se développer très fortement. Beaucoup de communes font appel à nous pour tous les 2 ans ben, passer sur l'ensemble de la commune et dire OK, ben voilà, ça on a bien entretenu. Ça permet aussi de montrer ben, l'efficacité, on va dire, du plan d'entretien en disant bah là on n'était pas bien il y a 2 ans, aujourd'hui voilà, on a bien pu faire tout ce qu'on voulait, ça s'est pas plus dégradé et au contraire même ça s'est stabilisé. Donc voilà, enfin il y a vraiment un plan d'entretien qui peut se dégager alors que ce soit sur un site, 20 sites, 30 sites, 50 Mm. sites, 60 sites, voilà. Je suis intimement persuadé que demain, on passera beaucoup plus par là, y compris nous, techniciens. Voilà, parce que ça donne aussi beaucoup d'informations sur l'environnement. C'est une GoPro, c'est la meilleure des GoPro, là, donc on peut vraiment zoomer, se rendre compte de l'état de surface. Enfin, c'est vraiment c'est bluffant. Voilà. Donc, un état des lieux des voiries, aider à la priorisation des sections, préconiser les techniques adaptées, ça reste Colas. Réaliser les travaux quand il y a besoin, là, c'est nous. Mesurer l'évolution et derrière pouvoir communiquer voilà, sur les plans d'entretien. Après, encore une fois, par contre, on peut très bien faire ce diagnostic-là. Et clairement, ça ne veut pas dire que si on fait le Ah diagnostic-là, non, obligatoirement, on fait des travaux. non, Bien sûr, vous pouvez c'est mieux. consulter, vous Mais, pouvez faire. C'est sûr qu'on ne va pas vendre l'inverse. Mais non, mais non, non, mais ça peut être juste un état l'objectif, des ça peut lieux. être un Voilà. état des lieux et puis vous dire, bah voilà, il y a ça. Et après, bien sûr, c'est pas parce que vous passez par un fracaire que vous Ah devrez ouais, non. forcément Pardon, oui, je ne contractualiser l'avais pas avec Colas. précisé. Oui, c'était une évidence pour moi, mais oui, pardon, oui, tu fais bien de le dire. Voilà. Alors après, on voulait vous présenter différents types de techniques innovantes qui sont pour nous à l'ordre du jour, notamment, comme je vous l'ai dit, surtout par rapport à la question environnementale. Alors, si je ne sais pas si voilà, si ça vous intéresse ou pas, ou qu'il n'y a pas de sujet, vous nous dites. Hein. Vas-y, Écoute, Laurent. ce que je te propose, Adrien, c'est que je pose un peu cette question-là. Du coup, là, Ok. c'est clairement plutôt des matériaux. Ce que tu as présenté, c'est des matériaux avec Oui, des matériaux qui- alors, qui ont été développés à bilan carbone amélioré, des complexes, on va dire. Alors, il y en a plein que j'ai pas mis. Hein. Par exemple, Zéroficol, je vous en ai pas parlé. C'est des produits qu'on a développés pour limiter l'utilisation de désherbants dans des zones, je dirais, piétons, vélos, machin. Enfin, Ok. Ouais. on l'a développé pour RTE, par exemple, dans des zones où ils venaient jamais et ils voulaient pas être amenés à faire passer 3 fois par an. Un entretien ou de devoir mettre du désherbant. Donc voilà. Mais ouais, en fait, pour moi, il y a il y a des produits qui, pour moi, selon vous, et comme je peux, enfin, au fait de côtoyer Dijon Céréales, je sais que typiquement l'Urbalite,
Non, Cyril, ça va pas l'intéresser. non. L'Urbalite, c'est un projet drainant, il y a que les vélos qui passent dessus. Donc, je suis pas sûr que les pistes cyclables, ça soit l'intérêt pour vous aujourd'hui. Non, on sera Mais plutôt sur des choses sur lesquelles les camions vont passer, en effet. voilà. Donc, Mm. c'est zéro ficole, Mais c'est pour éviter de désherber. Et c'est pareil, je suis pas sûr que ça soit le truc qui soit le ouais. plus. Donc, typiquement, Je vais demander à Claire, par exemple, commences-tu à avoir des enjeux sur le bas carbone, parce qu'on sait quand même que la question climatique, les diagnostics CO2, climat, etc. Nous, d'ailleurs, on a une offre à ce niveau-là. C'est quand même de plus en plus importante. Claire, toi, est-ce que tu as déjà eu à te poser cette question-là sur les voiries, sur les matériaux que tu vas utiliser? Ou est-ce que tu penses qu'à l'avenir, tu Alors, vas te la poser? le bas carbone, on entre dans la démarche avec un objectif de passer la certification au mois de juin. Sur les matériaux de voirie, souvent, effectivement, on utilise du recyclage, sachant qu'on n'est pas très bon dans nos gestions de voirie, hein. On commence à s'occuper de la voirie quand on arrive dans les cas extrêmes. Pas 5, mais au moins 4, quoi. Mhm. Ouais. Après, là, j'ai en tête un projet sur lequel j'ai demandé à mon cabinet de maîtrise d'ouvrage de regarder un bitume poreux qui laisse passer l'eau pour éviter d'avoir drainant. à gérer des pentes et des ruissellements. Mais Ok. bon, je pense que je l'ai sorti de sa zone de confort. Alors, ça existe chez nous, mais pas pour du trafic poids lourd. Voilà. Et ça n'existe pas ailleurs non Non, là, plus. c'était pour un parking devant un bureau. Ah, bah, c'est Eh parfait. ben, on a plein de solutions qui Bah, correspondent c'est chez celui-là, nous. c'est les C'est le quelques complexe produits. Rencol. Alors, Bah, c'est le juste prochain avant que que je vous voulais vous vous enchaîniez, présenter. je vais poser une deuxième question. Loïc, Intertaglia, toi de ton côté, tu as eu à te poser la question chez Verticop de matériaux bas carbone pour les voiries. Loïc, est-ce que tu es encore avec nous? Il y a le micro qui est coupé. Le micro est coupé, oui. Il y a le micro qui est coupé. Je sais pas si. Le micro de Toutes mes Loïc? excuses. Non, on n'est Ah, pas arrivé à ce degré-là encore au niveau des matériaux. Bon, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas été encore dans la démarche préventive, mais non, aujourd'hui, les voiries, on est un peu en stand-by, mais c'est pas quelque chose sur lesquels, même là, quand on a construit les dernières voiries qu'on a créées, c'est pas des choses sur lesquelles on a été, mais bon. La RSE, on démarre aussi, donc peut-être que ça fera partie des enjeux qui arriveront rapidement derrière, oui. ok. Bon, bah, du coup, que c'est clairement, pas forcément actuellement, mais je pense qu'en effet, c'est quand même c'est bien d'avoir une sensibilisation sur le sujet. Je vous propose si vous pouvez nous le faire en 7-10 minutes, la fin, là, Allez, ça me je vous la laissera fais en le temps je d'intervenir vous un la peu, fais un en peu après. 6. Juste avant, le bilan carbone, c'est pas forcément un matériau biosourcé, c'est pas forcément. Ça peut être un matériau de meilleure qualité qui présente des éléments. On parlait de l'OptiRoule, c'est typiquement un bilan carbone amélioré. Au lieu d'avoir mis 2 couches de structure d'enrobé, on en a mis qu'une. Donc forcément, on a économisé et des centimètres et de l'émulsion à mettre entre 2 couches. C'était juste une petite parenthèse. Euh, on va passer rapidement les premières. Mais du coup, si juste simplement pour le Rheingold, parce que madame Oui, avait un sujet et c'est typiquement. non, mais c'est juste, oui, 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 je vais insister sur le Rancol, mais pas sur les définitions Ah ouais, ok. des infiltrations d'eau. On parle de revêtement poreux, on peut parler de chaussée réservoir. À aucun moment, l'enrobé, il est drainant en roulement en surface, il est poreux ou perméable. Voilà, c'est important de le dire à partir du moment où il est circulé. Donc, différentes façons de gérer l'eau une fois qu'on l'emmène dessous, parce qu'on se dit qu'on l'emmène dessous, c'est bien, mais dessous, en fonction. Alors, soit on peut l'infiltrer parce que les sols en place permettent une infiltration, soit on va la capter pour l'amener vers un endroit, un exutoire naturel, soit on va la capter pour la garder et la conserver pour faire des réserves incendies, des choses comme ça. Donc, pas mal de solutions alternatives. Effectivement, quand il y a un enrobé poreux, par contre, il n'y a plus de canalisation, il n'y a plus de gestion des eaux de surface. On peut enlever tout ça. Vas-y. Donc, le complexe Rencol, vas-y. On a un revêtement de surface perméable, une forte infiltration des eaux de pluie et une bonne résistance aux efforts de cisaillement. Donc celui-là, il est circulable, véhicule léger. Donc le complexe, c'est quoi? C'est une couche de roulement, ok, une couche d'assise poreuse, une couche de forme et une partie supérieure du terrassement, avec un liant fortement modifié en couche de roulement qui va permettre de résister au cisaillement et des coefficients de percolation d'eau de plus de 70%. Donc, toutes ces questions, il y a l'Adopta qui a écrit un guide là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. On se dit, mais attends, mais sur des parkings, on a toujours mis des séparateurs d'hydrocarbures. Mm.
Bah, en fait, non, il n'y a plus besoin. Il n'y a jamais eu vraiment besoin au final sur des véhicules légers. Le sol autodigère les polluants qu'il pourrait y avoir, les quelques polluants qu'il pourrait y avoir. C'est un Simplement, détail. ouais, juste en 2 mots par rapport au Rheingold et par rapport aux chaussées infiltrantes, c'est un vrai enjeu, Oui. notamment pour les communes, notamment pour où on est, vous savez que les réseaux sont saturés et que du coup on peut plus renvoyer les eaux dans les réseaux unitaires des communes. Donc du coup, l'infiltration c'est un enjeu primordial. Ouais. Et donc du coup, clairement, c'est une très bonne question que vous avez et que vous vous posez. Et en plus de ça, ça peut des fois permettre de faire des économies puisqu'on a pas obligé de faire 2 réseaux. Et on peut tout infiltrer, mais bien entendu, il faut que le sol s'y prête et que Il faut la une technique couche s'y de prête. forme Ouais. drainante. Voilà. Mais par Il contre, faut adapter le système, mais ça marche. mais on sait faire et c'est un Ouais. truc sur lequel on se développe beaucoup. Alors, vas-y, deuxième Alors, sujet, c'est biosourcé. les enrobés bas carbone et biosourcés, donc là, on peut passer. Donc, la volonté de Colas, c'est de réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, les mêmes que les objectifs de Paris. Hop, vas-y. Voilà, donc juste pour faire un petit focus vite fait, un bitume, c'est 400, 500, on va dire, kilos équivalent CO2 tonnes. Les substituts biosourcés, c'est une notion de puits de carbone, on est à moins 800 à moins 2200. Donc, au final, en mélangeant ces deux éléments-là, on arrive, alors évidemment, suite à des années de recherche, hein, à avoir un bitume neutre en carbone et une production d'enrobés à émissions de carbone réduites entre 30 et 40% par rapport à une formule classique d'enrobé. Donc, c'est pas neutre du tout, puisque moins 40% par rapport à un enrobé classique, on est quand même sur des choses, voilà. Ça s'appelle, vas-y, hop, voilà. Donc, des performances équivalentes, d'accord, à n'importe quel type d'enrobé existant en mettant ce liant VG-Road, que le liant soit modifié ou pas. Et donc aujourd'hui, on a voilà, plusieurs exemples, alors essentiellement au sud-est, mais beaucoup chez nous aussi, On en a fait 2. et de plus en plus chez nous ici en Bourgogne-Franche-Comté et sur un peu tous les territoires. Donc si quelqu'un, voilà, cet enrobé-là, ce bitume-là est accessible partout en France chez Colas. Donc juste pour voilà, c'est quand même un enrobé qui sera, on va dire, entre 10 à 15% plus cher qu'un enrobé classique. Voilà. Mais qui peut permettre Mais d'être qui en peut couche permettre, d'assises partout. Donc on peut voilà. vraiment réduire. Mais quand vous avez un enjeu voilà, climatique où vous devez faire un bilan carbone proposé, on sait vous le faire on aussi. sait vous le faire. On sait le faire et le mettre en avant avec un logiciel dédié qui est un logiciel État en plus, donc il n'est pas discutable. Allez, Nicole, vas-y, passe. Donc là, on est sur un enrobé à froid qui est à l'émulsion, d'accord, qui va permettre, alors, en rechargement jusqu'à un trafic jusqu'à T2, donc T2, on est sur 150-200 poids lourds. Donc, ça peut permettre quand même d'accepter du trafic. Alors, pas trop en gération sur des sites où on roule à vitesse réduite, mais dans les lignes droites, ça le fait. Et on est quand même jusqu'à moins 75%, là, pour le coup, d'économie, alors, et de bilan énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord? Donc là, l'exemple d'un RD qu'on a pu faire à Vérone, chez nous en Côte d'Or. Donc, voilà, une fabrication dans une centrale à froid qui peut même être amenée sur un site particulier. Et voilà à la fin l'aspect de l'enrobé à froid. Donc là, c'est pour le coup 100% à froid avec beaucoup de matériaux recyclés parce qu'on a plus de 90%. Et simplement, voilà avant, voilà après. Et ça, typiquement sur des chaussées en linéaire, mais comme l'a dit Laurent, pas de giration, pas de plateforme de manœuvre. Oui, là, si ça braque, ça ira pas. Par contre, sur du linéaire, là, c'est hyper avantageux aussi bien d'un point de vue écologique que financier, parce que pour le coup, là, on est moins cher qu'un enrobé classique. Et on peut reprofiler un peu la voirie en même temps. Et là, pour le coup, on va lui rendre son étanchéité en un seul passage. On fait le reprofilage et on va lui rendre de l'étanchéité. On colle sur l'enrobé existant ou sur l'enduit existant. On a juste à je veux dire, conforter les rives et on a une voirie toute neuve qui est là, on est reparti pour quelques années. Simplement, voilà, les contraintes, c'est la météo. Il faut faire ça dans des périodes vraiment très propices. Oui. Pas l'hiver. Voilà, il y a forcément quelques contraintes par rapport à ce type de matériaux. Voilà. Voilà. On a essayé de synthétiser. Merci beaucoup, messieurs. C'était très clair. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions pour Adrien et Laurent avant que j'enchaîne? Ah, Nicolas. Oui, une petite question concernant l'adaptation des formules aux fortes ou très fortes températures. On a de plus en plus un effet un peu de fusion des enrobés quand il fait extrêmement chaud. Est-ce qu'il y a des solutions?
Alors moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à La Réunion. Et on est arrivé à La maîtriser chance. l'ensemble des formules qu'on pouvait mettre en œuvre, y compris sur des routes nationales, je dirais, à très très fort trafic, parce qu'il n'y a pas d'autoroute là-bas. Non, oui, on a plein de solutions. On a des bitumes modifiés, on a des solutions, je dirais, des grades de bitume plus durs. Encore une fois, là, ça va être en fonction des sites, parce que le problème d'être trop dur ou d'être pas assez modifié, en été, vous n'allez pas avoir de problème. Alors à La Réunion, l'avantage, c'est qu'on n'avait pas d'hiver. Ici, par contre, il y a des hivers et des fois, ils sont rigoureux. Alors de moins en moins, on va me dire, mais enfin, il fait quand même froid. Et ce froid-là va amener que le bitume, s'il est trop dur, il va devenir cassant, il va devenir comme du béton. Et là, par contre, alors, bah, c'est là où il va falloir faire des pontages. Voilà. Mais on sait le stabiliser. En fait, c'est une pelote de laine, hein. Si je tire d'un côté, je vais forcément bouger de l'autre. Donc, si on est trop bon, je dirais, entre guillemets, en été, on aura forcément des petits désagréments l'hiver, comme de la fissuration, parce qu'on va être sur quelque chose qui va être plus cassant, moins souple. Et donc, forcément, voilà. Alors, le but du jeu, vous allez me dire, c'est d'adapter et de trouver le bon équilibre, ce qu'on essaye de faire. On est des fois aux limites de l'exercice dans certaines situations où il fait 40 degrés l'été et moins 20 l'hiver. Là, on a des amplitudes thermiques de 60 degrés sur un bitume qui va pas forcément accepter toute cette amplitude-là sans forcément à un moment poser un désagrément, soit par forte température, soit par le froid. Ce qu'il faut faire attention, être vigilant, c'est quand vous faites des enrobés sur une plateforme sur lequel vous allez rendre rapidement la circulation et qui fait très chaud. Il est clair que là, vous allez vous soumettre Oui. à des désagréments et puis des enrobés qui peuvent fluer parce que vos camions, ils braquent fort, ils sont fortement chargés et il fait très chaud, comme vous l'avez dit, avec les réchauffements climatiques. Si vous avez cette contrainte-là, il y a une possibilité et on le fait sur des départements, on peut mettre du lait chaud. Le lait de chaud, ça va permettre d'être blanc en surface, donc un peu comme la peinture de quand on peint les toits terrasses noirs en blanc, et ben ça va avoir le même effet pendant un moment, ce qui fait que ça va limiter la montée de la température. Un enrobé neuf, brillant, en plein soleil, ça monte à plus de 70 degrés, hein, vous tenez pas la main dessus, hein. Mais surtout, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez cette contrainte-là, malheureusement, vous devez Oui. refaire les enrobés et vous devez renvoyer la circulation parce que vous devez On décharger a un des poids lourd. alternatives, ouais. C'est typiquement ça, le lait chaud. Mais par contre, moi, ce que je conseillerais, c'est si jamais il faut essayer de l'anticiper, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il fait super chaud, qu'on est dans une période de canicule et que vous allez devoir de toute façon renvoyer la circulation très rapidement sur les poids lourds, c'est peut-être pas droit de le faire tout de suite l'enrobé et peut-être d'attendre des périodes un peu plus propices. Parce que sinon, enfin, on a déjà eu des gros problèmes avec les fortes chaleurs. avec les fortes chaleurs. Ouais. Mais on peut le faire avec le lait chaud et c'est à nous de le proposer parce qu'on est responsable aussi. C'est l'entreprise qui est responsable du résultat. Merci. Très bien, merci. D'autres questions? Non? Bon, alors du coup, je reprends la parole. Merci Adrien, merci Laurent. Tac. Avec plaisir. Merci à vous, ouais, de nous avoir écoutés. Hop. Donc, juste un petit en enchaînement, donc un petit focus sur OptiStructure, notre solution de suivi du parc silo. Et donc, comment, à partir de cette solution-là, on peut aussi suivre la voirie. Donc, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous la présenter. Là, si on reprend, du coup, j'ai habilement enchaîné avec votre présentation de chez Cola. Vous savez que nous, on raisonne pas sur 5 niveaux de désordre sur les silos, mais plutôt sur 3 niveaux de désordre. Et donc, on a la possibilité de regrouper en certains niveaux. Donc, on va retrouver notre classement en D1, D2, D3. D3 étant les niveaux de désordre où il va falloir rapidement agir. Donc là, on sera plutôt sur la partie chaussée détruite. Quand on sera sur de la petite fissuration, on sera plutôt sur du D1 et on passera en D2 sur des fortes fissures. Un exemple un petit peu de voir comment quelques COP peuvent gérer leur voirie. Hop, non, ça va être ça plutôt. Normalement, ça allait là. Hop, ça va s'afficher. On est ici, voilà, sur OptiStructure, une COP du sud-ouest.
Donc elle va avoir 242 000 tonnes de stockage. Elle n'a pas encore de plan amiante, donc vous voyez qu'ils n'ont que 400 mètres carrés de surface amiante à gérer. Et puis par contre, vous voyez qu'elle a quand même un budget sur ses 500 000 euros de travaux budgétés là, sur plusieurs années. Elle a un coût de voirie de 162 300 euros. Donc, si on veut, si la COP veut rapidement savoir le détail sur ces 162 000 euros, elle peut aller focuser sur la voirie. Hop, rafraîchir. Voilà. Hop. Donc, on va se focuser sur la voirie. Et voilà, on va voir que la colonne voirie apparaît. Elle a deux sites, dont un sur lequel elle va mettre 157 000 euros. On va pouvoir aller voir ce site-là dans le détail. Et comme on a gardé notre site voirie, on ne va voir apparaître que les travaux voirie. Donc là, c'est un site où on va stocker 17 000 tonnes. Et on voit que on a 3 travaux de voirie qui sont identifiés parce qu'en fait, elle a séquencé ces travaux. Et donc, si je vais au détail, donc là, on est sur du niveau D2. On est bien sur de la voirie fortement fissurée. On retrouve les notions de traitement de nid de poule, traitement des fissurations. Et on voit qu'en fait, elle a des problèmes d'étanchéité sur tout le site. Et donc, elle a budgété un réseau un budget de travaux de voirie et d'eau pluviale sur 5 ans à base de 50 000 euros, 50 000 euros par an. Et puis, du coup, après, on va pouvoir aller regarder dans son plan d'entretien où est-ce qu'elle a mis ça. Donc là, on voit qu'elle a un certain nombre de travaux qui ont déjà été réalisés cette année, hein, comme j'ai déjà pu vous le présenter. Et on voit que on va aller chercher ces travaux de voirie, voilà, dès avril. Alors là, on est déjà en 2027, mais en 2025, on a une première phase de travaux de voirie et ainsi de suite. Donc voilà, ces travaux de voirie vont s'intégrer très facilement dans son plan d'entretien. Et donc par rapport à ce que nous présentait Cola, du coup, on peut, on peut avoir une méthode en plusieurs étapes où on va d'abord recenser la surface totale de voirie qu'on va avoir sur son site pour avoir un budget de maintenance préventive avec une idée de tous les 7 ans, essayer de les traiter au maximum. Retrouver la date aussi où vous avez mis en place ou réparé vos voiries. Inspecter vos voiries régulièrement et les classer en D1, D2, D3. Et du coup, établir votre plan d'entretien ou du coup, si on a une voirie en bon état, on peut la mettre en D1 et essayer de la traiter en maintenance préventive tous les D1, tous les 7 ans. Vous avez vu aussi que vous avez la possibilité d'avoir un budget prévisionnel par rapport à ce que nous a présenté Cola. Donc tout ça s'enchaîne magnifiquement bien. Donc j'en viens à la synthèse de notre présentation. Hop là, évidemment, ça ne s'affiche pas bien. Voilà. Euh, hop. Donc globalement, les points à retenir, c'est que essayer au maximum de changer la politique de voirie et prévoir des campagnes d'inspection et une maintenance préventive avec une fréquence d'au moins 7 ans pour faire des économies à long terme. Donc ça, c'est des choses. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a un langage à trouver pour convaincre son conseil d'administration que c'est intéressant. Réaliser un plan de maintenance voirie et si possible avec un outil d'aide à la décision. Donc on a vu l'outil Infracare proposé par Cola qui a l'air très puissant. Donc pouvez aussi le faire avec OptiStructure. Et puis après, vous pouvez aussi voir si c'est intégrable dans votre GMAO ou avec un simple tableau Excel pour commencer. Et enfin, la possibilité de choisir des solutions bas carbone en lien avec la politique CO2 climat de votre coopérative.
Voilà. Donc, globalement, nos prochaines dates sur le club investissement de maintenance, ça va être, donc là, celle du 24 septembre, on l'a passée. Donc, le 17 décembre, on va présenter des témoignages de travaux de voirie qui ont pu être, qui ont pu être mis en place. Et puis, le 11 mars, on va changer de sujet puisque je vais vous parler des désordres et de travaux sur les silos pales-planches avec un bilan des dernières campagnes d'inspection qu'on a pu faire. Voilà. Tac, il est 15h25, donc on a encore 5 minutes pour des questions si vous en avez. Hop, je reviens. J'arrête le partage. Est-ce que nous avons des questions? Je vois qu'il y a du chose dans. Tac, merci de votre participation. Adrien qui nous dit merci à vous. Vous pouvez remettre votre caméra si vous voulez, Adrien et Laurent, si vous êtes encore là. Voilà. Donc, est-ce qu'on aura d'autres questions du public ou c'est bon pour tout le monde? Non, bah écoutez, je vous propose que nous nous quittions sur ces échanges-là. Encore merci à nos deux Merci. intervenants. Présentation de très bonne qualité. Merci à vous. Merci, bonne fin de journée à Et vous. je pense qu'il a intéressé tout le monde. Bah, merci et Et n'hésitez n'hésitez pas. pas, Ouais, n'hésitez surtout pas. On est disponible, Colas, partout pour vous. Merci beaucoup. Merci Merci. Merci bien. à tous. Merci, revoir. au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.